Conversation dans le noir. Le podcast des éditions du Masque. Hello Nicolas, ça va ? Bonjour Violaine, et toi, comment vas-tu ? Très bien, beaucoup mieux depuis que j'entends le son de ta voix. Oh, La c'est paillade. gentil. Épisode 9, Parole d'initié. avec l'éditrice Violaine Chivot et l'auteur-réalisateur Nicolas Perge. Alors pour commencer, je vais te présenter rapidement. T'es avant tout un immense fan de polar, on pourrait même dire, je pense, un collectionneur. Tu traînes beaucoup chez les bouquinistes et t'es aussi incollable sur le fond du masque, mais ça on y reviendra. Et comme ces activités de fan n'est pas très rémunératrice, t'es aussi auteur et réalisateur d'émissions de télé et de documentaires depuis une quinzaine d'années. Et t'as écrit avec François Rivière un roman qui a été publié en 2016 aux éditions du Masque, qui s'intitule Agatha, es-tu là ? Et qui s'inspire de la disparition d'Agatha Christie en 1926. Disparition réelle, d'ailleurs, au cas où les auditeurs se posent la question. Est-ce que tu peux me raconter un peu d'où est venue l'histoire de ce livre et pourquoi tu as choisi ce sujet avec François ? Du coup, effectivement, le résumé de ma carrière que tu as fait en quelques mots amène à cette rencontre avec François, en fait. J'étais réalisateur et journaliste pour je ne sais plus quelle émission. Et un jour, je débarque chez François Rivière pour un interview sur, sans doute, Agatha Christie. À l'époque, je devais avoir peut-être 30 ans à tout casser. François est un peu plus âgé, je ne vais pas être méchant avec lui, mais voilà. Et du coup, je suis surpris qu'on ait des points de convergence sur le polar, sur le mystère, sur le fantastique, et on en est à devenir extrêmement proches et amis. Et un jour, on tombe dans un entrefilet d'un journal anglais quelconque, dans lequel il y a marqué Conan Doyle, Dorothy Sayers et je ne sais plus quel était le troisième des auteurs policiers, sont allés sur le lieu de la disparition d'Agatha Christie. Et je dis à François, voilà un bon départ de polar, c'est-à-dire se poser la question comment un auteur de polar établi va se mettre à chercher finalement la vérité sur la disparition d'une de ses jeunes et émérites collègues, puisque effectivement elle n'est pas si connue que ça à l'époque. À partir de là, on s'est amusé à savoir se poser la question de savoir ce qui s'était passé en fait pour cette disparition. Pour le coup, c'est avéré qu'elle a disparu en 1926, évidemment, mais c'est vrai qu'on ne sait pas exactement pourquoi. Elle n'a jamais voulu en parler, en fait. C'est ça qui est intéressant. Exactement, désolé de t'interrompre, mais effectivement, ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît, cette histoire de la disparition d'Agatha Christie. Elle disparaît pendant 11 jours, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé, et elle ne l'a jamais dit. Est-ce que c'était, pour certains, le fait de faire payer à son mari volage ses trahisons permanentes, et donc d'un coup, le faire accuser de sa propre disparition, et donc peut-être de l'embêter d'un point de vue policier, ça serait sacrément tordu, mais pourquoi pas ? Est-ce que c'est finalement une sorte de dépression, ce qu'on appelle une sorte de fugue psychologique, elle décide de partir et elle ne se rappelle plus pourquoi elle est partie, elle ne sait plus du tout ce qui elle est et elle décide de faire ça, peut-être aussi. La première hypothèse est assez tentante parce qu'elle a quand même pris comme pseudonyme dans l'hôtel dans lequel elle réside pendant cette disparition le nom de l'amante de son mari. Exactement. Pour vraiment pointer du doigt le mari bien établi qui préfère aller jouer au golf plutôt que de savoir si sa femme va bien. Voilà, mais effectivement, elle a jamais voulu en parler, elle a prétendu à l'amnésie, quoi. Ce que je trouve intéressant dans le roman que tu as écrit avec François, c'est que ça mêle à la fois cette fascination qu'on a tous, je pense, et toutes, pour les faits divers, et en plus, on n'a jamais eu le fin mot de l'histoire, donc c'est un peu comme les cold cases, quoi. C'est effectivement toute l'histoire de Dupont-Ligonnès, c'est-à-dire qu'en gros, l'absence est beaucoup plus fascinante que la résolution, c'est-à-dire en gros, où est-ce qu'il est, qui il est, qu'est-ce qui se passe avec lui, c'est la même chose qu'avec Agatha Christie. Pourquoi elle a fait ça ? Est-ce que ça a déterminé le reste de sa carrière ? Est-ce que c'est un coup de publicité pour lancer sa carrière ? Est-ce que sa carrière aurait été la même s'il n'y avait pas eu ce passage-là? C'est toutes les questions en fait que moi je me suis posées en fait en écrivant. Finalement, c'est une jeune femme très jeune à l'époque, Agatha Christie, pétrie de désir, pétrie d'envie et surtout totalement en fait dans cette envie d'être reconnue. Qui arrive en plus dans un milieu qui est très masculin. Enfin déjà parce que la société à l'époque est encore plus conservatrice, mais en plus dans un genre qui est quand même aux mains des hommes. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle disparaît en 1926, c'est le début de sa carrière, mais en revanche, en France, elle n'a pas encore publié, puisque le premier roman qu'elle publie en France, c'est aux éditions du Masque, et c'est le premier roman qui est publié aux éditions du Masque tout court. Albert Pigas lance La Maison avec Le meurtre de Roger Ackroyd. Oui, exactement. Et c'est celui-ci, en fait, qu'elle a juste écrit avant de disparaître. Voilà. Et c'est pour ça, en fait, que je pense qu'il y a un regard très fort, en fait, de la presse people, de la presse à l'époque aussi sur la disparition. C'est pour ça qu'elle est très mise en avant
dans les journaux, parce que c'était quand même un fait important de la société. C'est un texte un peu fondateur sur la littérature finalement moderne policière. En 26, il y a quand même une grosse production, beaucoup plus importante que maintenant, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est qu'à l'époque, même si on prend rien que le Masque, ce qui va arriver en 27, il sort pas 5 titres par an, il en sort 20, 30, je veux dire, on produit du livre comme on produit de nos jours de la série télé pour Netflix, hein. Je veux dire, on en produit parce que les gens ont besoin en fait de divertissement, ont besoin en fait de littérature pour se changer les idées. Donc il y a des revues, il y a des journaux, il y a des livres. Donc on sort beaucoup de romans policiers parce que c'est un nouveau genre qui plaît. Et qu'il y a un monsieur qui s'appelle Van Dyne, qui est professeur de littérature policière, en plus d'être écrivain, qui dit qu'il faut établir des règles sur le roman policier, en fait, pour faire un petit peu d'ordre. Et elle, Agatha Christie, avec le meurtre de Roger Ackroyd, va s'affranchir de ces règles. Attention, c'est une femme à l'époque, hein, donc déjà, ça ne devait pas être bien vu si ça avait été un homme, mais en plus, si c'est une femme, à mon avis, ça devait ruer dans les brancards au niveau du groupe des hommes qui pouvaient passer. C'était vraiment un club. Il y avait vraiment un club, quand même, des auteurs de polar. Donc, on la regarde, cette jeune Agatha. Et c'est là, en fait, elle devient l'Agatha Christie qu'on connaît. Elle devient la personne qui fait que tu prends un roman d'Agatha Christie et tu ne sais pas ce qui va se passer à la fin. Elle joue avec le lecteur comme finalement les suspects jouent avec les enquêteurs. C'est-à-dire à te raconter quelque chose qu'elle va peut-être démonter quelques pages après. Voilà, c'est ce qui se passe avec Roger Ackroyd. Tu découvres en cours de route que ce que tu crois avoir lu n'est pas exactement vrai. Je sais qu'il y a un roman de Christie que tu adores, ou en tout cas que tu as relu récemment, qui est 5h25. Alors, dévoilons pas de mystère au 404e mur. Quand on s'est dit qu'on allait se parler ensemble, et que tu m'as dit, parlons de Christie aussi, je me suis dit, mais avec la masse des livres qu'elle a écrits, on peut y passer 5 heures. Bah oui, je rappelle quand même qu'on a plus de 80 romans à son actif, donc c'est vrai qu'on va pas pouvoir parler de tous, hein. J'annonce direct, mais... Et en fait, il y en avait un qui m'était resté en tête, que j'avais dû lire il y a très longtemps, comme une sorte de souvenir lointain, et effectivement 5h25. Le pitch de départ, c'est donc très simple. C'est dans une grande maison anglaise, imaginez l'hiver, et en fait là, il neige énormément, il a neigé toute la journée. La maison est un peu isolée, et deux femmes, une mère et sa fille, décident de faire une soirée pour les voisins. Tout le monde vient, et comme toujours en Angleterre, on s'ennuie à un moment, parce qu'il est 5h, et il fait nuit, et on s'ennuie. Et elles décident de faire des tables tournantes. Les tables se mettent à tourner, les esprits se mettent à parler, et d'un coup, quelqu'un annonce que le propriétaire de cette maison, qui est parti dans une autre maison pour gagner de l'argent sur la location, va mourir à 5h25. Voilà. Et ce qui est intéressant dans ce roman-là, c'est que justement, il n'y a pas les deux personnages iconiques de Agatha Christie. Il n'y a ni Poirot, ni Miss Marple, qui sont des personnages qui sont assez étouffants aussi, je trouve, par moments. C'est-à-dire que c'est des stars, donc elle les traite comme des stars, quoi. Là, c'est une jeune femme qui décide que son compagnon avec qui elle est un lâche, un mec qui est accusé à tort du meurtre, et que si elle n'était pas là, il ne ferait rien parce que c'est elle qui gère tout. Et ça, c'est assez pertinent parce qu'en fait, finalement, elle met en place une sorte de personnage féminin extrêmement moderne. C'est pas du tout une femme effacée comme il pouvait y avoir à l'époque dans certains romans policiers, ou un peu la deuxième couteau d'un homme qui mène l'enquête. Là, finalement, à l'inverse, elle décide que le deuxième couteau, ça sera un jeune journaliste éperdument amoureux de cette jeune femme, qu'il trouve effrontée, un petit peu trop grande gueule. Donc du coup, lui, il va être subjugué par elle, et elle va le prendre comme tous les autres hommes du roman. Elle va décider de les manipuler, en fait. Il y a un jeu, en fait, de simplicité d'écriture et en même temps de positionnement, en fait, par rapport à des moments de société. Elle va prendre des stéréotypes anglais dans une époque qui, effectivement, est que les stéréotypes anglais sont toujours aussi forts, avec des personnages qui sont des bourgeois, qui sont toujours là, qui sont hérités d'une grande tradition anglaise et tout ça, et elle va insérer de la modernité. Et plus tard, en fait, elle va jouer tout le temps avec ça, c'est-à-dire qu'elle va tout le temps essayer de glisser, en fait, les petits grains de sable psychologique, je dirais, et pas dans les mécanismes policiers, mais c'est dans la psychologie des personnages, qui fait que d'un coup, on va dévier des petites choses qui les différencient, des petites angoisses, qu'elle va très très bien traiter, et qu'elle va en fait finalement permettre que toi, tu t'y retrouves, parce que d'un coup, tu t'appelles Violaine, et que tu as des aspirations bouillonnantes, tu t'appelles Nicolas, et que tu es plutôt à vouloir te dissimuler derrière des choses, qu'importe. Mais en fait, tu vas pouvoir t'accrocher à un tel ou tel personnage, même si c'est le coupable. Conversation dans le noir. Tu m'as fait découvrir un roman génial qui s'intitule La femme de paille, écrit par Catherine Harley. Et donc dans ce roman, on suit une jeune femme, Hildegarde, qui a tout perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, elle est déterminée à changer de vie. Donc elle va éplucher tous les jours les petites annonces du journal, à la recherche non pas de l'âme sœur, mais d'un homme riche qui pourra vraiment la sortir de sa vie miséreuse.
Et un jour, elle va tomber sur l'annonce parfaite, du moins en apparence, un vieux millionnaire qui cherche de la compagnie. Et évidemment, ça va pas du tout être aussi simple que ça. Je veux pas déflorer l'intrigue, mais c'est noir, c'est cynique, c'est hyper drôle, c'est incroyablement moderne pour l'époque. Parce que voilà, on a cette héroïne qui est tout sauf naïve et romantique. Et ce que moi j'ai beaucoup aimé chez Catherine Harlé, et je te remercie au passage de m'avoir fait découvrir cette romancière, c'est que en fait elle s'intéresse vraiment à ces moments de bascule qui peuvent mener des gens tout à fait ordinaires au crime, mais sans qu'on les vu venir. Ce qui est intéressant, c'est le passage de Agatha Christie à Catherine Harlé, c'est-à-dire que l'une est la duchesse du crime, Agatha Christie, et celle-là, c'est l'avocate du diable, en fait. Directement, tu as un postulat encore plus dur et noir, et les gens qui aiment le vrai noir devraient lire de Catherine Harlé. Malheureusement, c'est un peu un secret parce que on ne sait rien sur elle. Alors, moi, j'ai découvert Catherine Harlé en me baladant dans des bouquinistes, ce que je fais trop, et en tombant sur un livre qui s'appelait Bête à en mourir, et le titre m'a interpellé. C'est l'histoire d'un roman vu par un chien, par un sort de berger allemand. Dit comme ça, c'est bête, mais c'est d'une tristesse terrible. Ce chien a toute l'humanité du monde en lui, et il regarde les humains vivre sans comprendre, en fait, à quel point ils sont mauvais. Et c'est ça, Catherine Harlé, en fait. C'est qu'elle regarde les humains, et elle se dit que le mal est dans tout le monde. Qu'est-ce qui fait qu'on devient assassin ? C'est qu'est-ce qui fait qu'on tombe amoureux de quelqu'un, en fait ? Exactement. C'est la même dynamique. C'est pas des romans policiers à whodunit. C'est en fait un page-turner, comme on dit maintenant. C'est-à-dire qu'en gros, tu as envie de savoir un peu, on revient sur les faits divers, et tu as envie d'aller voir jusqu'où tu peux sombrer en fait dans le mal. Exactement. Et donc La Femme de paille est son best-seller. Elle en a vendu des millions dans le monde et elle n'est absolument pas connue en France. Mais il a été réédité l'année dernière, je précise. Il a reçu le prix du masque de l'année et il est augmenté d'une préface de toi, dans laquelle tu déclares ta flamme à Catherine Harley. Donc voilà, donc c'est important de préciser qu'il est disponible. C'est effectivement un chef-d'œuvre. Oui, et puis ce que je veux dire, c'est que c'est ça où c'est passionnant. Ça fait partie aussi des choses mystérieuses. C'est que ce roman-là, en fait, il a été acheté en Corée pour faire une série télé. Il a été adapté avec Sean Connery. Il a quand même une existence. Mais en fait, peu de gens connaissent. Alors que c'est une sorte de jalon dans une histoire du polar. En fait, on passe à autre chose. On passe dans une autre vision des personnages féminins aussi. En fait, finalement, ce n'est pas important pour elle, le policier. Ce n'est pas important la résolution de l'énigme. Ce n'est pas important de savoir pourquoi ce personnage a fait ça. C'est comment y arrive-t-il, en fait ? Pourquoi, en fait, d'un coup, tout le monde est capable de devenir un assassin en puissance ? Pour rester dans la thématique des femmes du masque, moi ça me fait vraiment penser à Célia Fremelin, qui elle donc est une romancière anglaise comme Christie, notamment dans L'heure bleue. C'est un roman dans lequel on suit l'histoire de Louise, qui est une jeune mère de 3 enfants, dont un bébé qui vient de naître. Ça se déroule dans les années 50, donc son mari est pas vraiment très très prompt à lui donner un coup de main, quoi. Et elle est totalement épuisée, sa vie est assez compliquée, d'autant plus que la famille roule pas sur l'or. Donc en gros, il décide de prendre une locataire dans la maison, et à partir du moment où cette locataire arrive, elle a une petite cinquantaine, elle est très propre sur elle est prof, etc. Donc a priori pas d'inquiétude à avoir, mais l'atmosphère va devenir de plus en plus étrange, il va commencer à se passer des choses bizarres. Et ce qui est brillant, c'est que comme l'héroïne, Louise, est complètement épuisée. En fait, on se demande si elle hallucine pas un peu ou si elle est pas un peu paranoïaque par manque de sommeil. Mais bon, plus on avance dans l'intrigue, plus on se dit que non, il y a peut-être quand même quelque chose. C'est hyper bien fait. Et je te rejoins sur les thématiques que Catherine Harlé peut avoir soulevées. C'est en fait qu'est-ce qui fait que à un moment donné, Madame ou Monsieur Tout le Monde va basculer. Pardon, c'était conscient de votre part au masque d'associer plus ou moins les deux à l'époque? Complètement. Il y a pas mal de romancières qui sont injustement méconnues et qu'on aimerait mettre en avant dans le catalogue du masque, le catalogue de Masque Poche, par ses rééditions. Et donc oui, c'était totalement voulu et pensé et travaillé de cette manière. Ces deux femmes-là, Célia Fremelin et Catherine Harlé, en fait, ne sont pas très bien séantes, en fait. Je sais pas si c'est correct comme mot, mais en fait, elles sont pas c'est un peu irrévérencieuses. Un petit peu irrévérencieuses, en fait, finalement. Donc, du coup, elles bougent un peu des lignes du roman policier écrit par des femmes. Célia Fremelin, il y a des inclusions surnaturelles. C'est vraiment de l'angoisse, en fait. Elle a cette capacité de faire naître la peur, d'insuffler ce sentiment de l'instabilité permanente entre est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Je trouve que Célia Fremelin, quand elle écrit L'heure bleue, de quoi elle parle d'une femme qui est épuisée parce qu'en fait elle s'occupe seule de ses 3 enfants. Pour moi, elle dénonce aussi cette solitude terrible, presque criminelle dans laquelle elle se retrouve. Et du coup, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez moderne aussi dans sa vision, ce qu'elle dit en fait de la place de la femme au sein du foyer et donc au sein de la société. En tous les cas, il y a ce côté charge mentale dont on parle maintenant, qui à l'époque ne devait pas être totalement sur toutes les lèvres non plus, quoi. Non, clairement pas. Faut quand même se rappeler que Célia Fremelin, elle a écrit son roman il y a 60 ans, quoi. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais comme là, on a parlé de grandes romancières, j'aimerais quand même parler d'un auteur, et qui est un auteur qu'on réédite au masque, et qui s'appelle Kirill Bonfiglioli. C'est un auteur anglais, là aussi. Il a écrit une trilogie qui met en scène
Charlie Mordecai, qui est un aristocrate londonien, un marchand d'art véreux à qui il arrive tout un tas d'aventures absolument improbables et très drôles. Et en fait, ce qui est surtout drôle, c'est que c'est le personnage de Charlie Mordecai qui a un humour pince sans rire très anglais. Et puis le style de Kirill Bonfiglioli, qui a l'air d'un homme qui se prenait vraiment pas du tout au sérieux. Et c'est vrai que c'est un polar assez inclassable. Je me suis demandé, toi, le grand spécialiste du roman noir, comment tu le positionnerais quoi, dans le paysage éditorial finalement? Je suis surpris qu'à une époque, dans les années 70, on avait cette liberté de ton dans le roman policier de dire que voilà, c'est bon, on a fait les intrigues, on a fait tout ce qui était possible, on a fait les whodunits, on a fait les séries noires, on a fait les trucs de gangsters. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Kirill Bonfiglioli, il a une idée assez prodigieuse, c'est de se dire en fait, je n'en ai rien à foutre. Qui dit en fait, je vais partir de cette idée du polar, c'est-à-dire je vais mettre des stéréotypes, le policier, le vol, les meurtres, ça c'est des stéréotypes de polar, c'est-à-dire en gros, voilà, il va se passer ce que tout le monde a envie d'avoir. Ça, ils y sont. Sauf que lui, il les traite avec une écriture et un style qui est très désinvolte, très sharp in tongue, c'est-à-dire en gros, on aime bien faire des bons mots et on aime bien avoir toujours le dernier mot, quoi. C'est-à-dire qu'on aime bien avoir la petite blague à la fin qui va ponctuer. Le meilleur mot, c'est smart. Parce qu'en fait, ce personnage-là, c'est un personnage véreux, effectivement, Mordecai, mais en fait, il aime les belles choses, il aime l'esthétisme, il est extrêmement précis, en fait, dans ce qu'il dit sur l'art, il est extrêmement précis sur les codes qu'il avance, et en fait, c'est ça qui est passionnant dans ce roman-là. Il est jamais en train de prendre le lecteur pour un idiot. Il est en train de dire, regardez comme je m'amuse et amusez-vous avec moi. J'ai lu ça avec un immense plaisir parce que tu te sens hyper intelligent à la fin. Je sais pas comment dire. Tu te sens vraiment malin, en fait. Dans ces 3 tomes que vous allez sortir, ce qui est intéressant, c'est que... Cachez-moi ça, c'est le premier tome, parce que donc il y a une trilogie avec 3 tomes, Cachez-moi ça, Après vous avec le flingue, et le dernier tome qui va sortir en avril, c'est Une affaire pas très catholique. Donc effectivement, dans ces 3 tomes que vous allez sortir, ce qui est intéressant, c'est qu'on est embarqué avec ces personnages-là, non pas sur la résolution d'une intrigue, mais sur finalement la virée nocturne avec des gens qui ont trop bu, quoi. Mais c'est ça un peu, tu vois ce que je veux dire? C'est que t'es hyper content de partir, t'as toi aussi un peu trop bu, parce que tu es avec eux, mais en fait, tu sais pas trop ce qui va se passer à la fin, quoi. Ce qui est intéressant, c'est par rapport au masque. En fait, tu viens de sortir effectivement Catherine Harley, L'heure bleue, Cachez-moi ça. Tous ces romans-là, en fait, il y en a énormément de masques dans le fond. C'est impressionnant. C'est une masse énorme parce que c'est une maison qui ne s'est jamais arrêtée depuis quasiment 100 ans. Et ces 100 ans, en fait, elles ont finalement traversé aussi tous les courants du roman policier. Et c'est effectivement ça, c'est assez passionnant pour quelqu'un qui aime l'historique du roman policier ou même pour un éditeur. C'est qu'en fait, finalement, il peut ressortir des choses parce que tu peux pas te poser la question de l'époque, en fait. Quand tu lis Cachez-moi ça, ça pourrait être maintenant. Ouais. Typiquement. Ah bah complètement. Alors, c'est la fin de notre conversation. Est-ce que tu veux bien nous lire un extrait de La femme de paille de Catherine Harley? Alors, j'ai pris dans les 15 premières pages le moment où en fait, finalement, tout s'enclenche. Beaucoup de gens redoutaient l'aventure, la niaient, l'ignoraient ou ne la souhaitaient pas. Le désir de gagner n'était pas en cause, mais leur tranquillité, cet ersatz de bonheur, pour éviter les grandes passions, les faillites et les risques, surtout les risques, ces bancos improbables où l'on pouvait laisser des lambeaux de son cœur et de ses rêves et de ses illusions. Sans amis, elle répugnait à s'inscrire à un club féminin ou à adopter un chat. Le journal, son journal du vendredi, lui semblait donc la seule issue. Elle ne devait pas sauter une seule ligne sous peine de passer délibérément à côté de sa chance. Depuis des années, elle avait la patience de chercher le bon numéro dans tout ce fatras de revendications sentimentales et sociales, plus ou moins avouées par des êtres mornes, malheureux, naïfs ou aigris. Les annonces rédigées en abréviation de 3 ou 4 lignes requéraient son habitude pour les transcrire en langage clair, mais initiée, elle n'hésitait jamais. Ses yeux parcouraient les lignes tandis que sa main portait machinalement une tartine à sa bouche. Soudain, son propre mécanisme cessa de fonctionner, elle la vit. Rien ne la différenciait des autres, et pourtant la pépite qu'elle cherchait depuis le jour où elle avait décidé de s'abonner au journal brillait de tous ses feux. Lentement, elle relut. Ayant fortune considérable, cherche vue, mariage, compagne agréable, en bourgeoise de préférence, n'ayant jamais été mariée, mais connaissant la vie sans famille ni attache, qui accepterait vie luxueuse et aimerait les voyages, ingénue et vieille fille s'abstenir. Ayant fortune considérable, elle arrêta la radio, fabuleux mais invraisemblable qu'un milliardaire soit réduit à chercher une femme par les petites annonces. Après avoir allumé une cigarette, elle réfléchit. En bourgeoise de préférence, n'ayant jamais été mariée, sans famille ni attache, en bourgeoise, elle préférait sans doute une compatriote sans famille, se préserver de l'invasion d'une meute de pique-assiettes. Ingénue ou vieille fille s'abstenir, c'était net, les mots magiques, fortune considérable, s'allumaient comme les tilts des machines à sous. J'accélère un peu, si vous me permettez, et je vais passer à sa réponse, en fait. Consciencieusement, elle griffonna des brouillons et, après plusieurs essais, relut son texte définitif.
Monsieur, ayant tout perdu dans l'un des grands bombardements de Hambourg, famille, amis, maison, argent et situation, je me trouve aussi démuni qu'on puisse l'être. Je suis donc prête à tout. Frustrée de tout ce que je possédais ou désirais, je garde assez peu d'illusions romanesques. J'ai 34 ans, je suis grande, blonde, jolie si on m'en donne l'occasion, et sans aucun projet et désir d'ordre bourgeois ou sentimental. Votre annonce m'a rendue pour la première fois amoureuse, de votre argent d'abord, de la vie que vous me proposez ensuite. Puisque millionnaire, vous éprouvez le besoin de passer par les petites annonces pour trouver femme, j'en conclus qu'il existe un handicap, mais quel qu'il soit, je me sens de nature à le surmonter. Seriez-vous cacochime, sadique ou vicieux, je pense que si nous devons donner suite à cette première prise de contact, mieux vaut dès maintenant jouer carte sur table. Si votre annonce est sérieuse, je me trouverai prête à remplir soigneusement les clauses du contrat. Hildegarde Meiner. Merci Nicolas pour cette conversation dans le noir, cette longue conversation dans le noir. Écoute, je suis désolé d'avoir explosé les compteurs. Je saurai à l'avenir que le noir te rend encore plus bavard que d'habitude. Le noir me rend heureux, je crois. Exactement. Conversation dans le noir. Le podcast des éditions du Masque.